Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. Des signaux faibles apparaissent et des tendances se développent dans notre société. Les leaders savent les sentir et les transformer en opportunités pour créer leur business, étendre leurs activités et mettre au point les meilleures pratiques dans les industries du sport outdoor et du tourisme. Dans cette série d'entretiens, nous voulons partager les parcours, les expériences et les visions des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'Armelle Solélac, spécialiste de prospective et de stratégie de marque, et d'Ariane Favier, experte du capital immatériel des entreprises et en particulier des marques, qui a donné naissance à ce podcast. Pour cette deuxième saison, avec l'aide de nos invités, nous allons pousser un peu plus loin la découverte de chaque pilier de la plateforme de marque et certains métiers liés au marketing et à la communication des marques de sport outdoor et des destinations touristiques. Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante. Aujourd'hui, nous allons parler de relations presse. Pour illustrer ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Charlène Thomasset, qui est responsable presse chez France Montagne. Bonjour Charlène. Bonjour à tous. Alors pour faire short and switch, Armelle, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les relations presse ou les RP pour les intimes, s'il te plaît? Oui, Ariane. Alors, les relations presse représentent l'ensemble des techniques permettant de communiquer avec les médias afin de diffuser l'image, les valeurs, l'histoire d'une entreprise, d'une marque ou d'un territoire. On peut le faire aussi pour une cause, un produit, un service ou encore une idée, voire même parfois une idéologie. Les relations presse, elles permettent de faire adhérer les journalistes à une marque, à un territoire, afin que ces derniers en parlent et si possible de manière positive. Alors, en faisant quelques recherches en préparant cet épisode, j'ai vu que le métier d'attaché presse, qui est une véritable courroie de transmission de l'information, est apparu autour de 1830, d'abord aux États-Unis, puis en Europe au début du XXe siècle. C'est un métier qui a pris son envol avec une personnalité qui s'appelle Ivy Lee, qui a d'abord travaillé pour le Comité national démocrate, puis pour un certain Rockefeller. Aujourd'hui, il s'agit d'une pratique assez courante qui permet de nouer de bonnes relations avec des journalistes et des influenceurs qui possèdent plutôt un statut reconnu, qu'ils soient du domaine de la presse écrite, nationale, régionale ou plus locale, là encore dans des journaux papier ou des magazines. Ça peut être aussi à la radio, à la télévision ou encore sur le web, notamment via les réseaux sociaux. Alors, pour échanger avec les médias, les attachés de presse utilisent principalement des dossiers de presse, des communiqués, des kits presse, des conférences de presse, des voyages de presse et évidemment beaucoup de rencontres informelles et de relances téléphoniques. Par essence, c'est un métier de l'ombre qui est parfois ingrat, mais dans tous les cas redoutablement efficace. Alors Charlène, que penses-tu de cette description de ton métier faite par Armelle ? Alors je pense que c'est tout à fait juste. C'est vrai que l'attaché de presse a eu vocation à être l'intermédiaire entre la structure ou le produit qu'on représente et puis les journalistes, la presse au sens large. Maintenant, je pense qu'il y a des très grandes spécificités entre les différents postes d'attaché de presse. Donc déjà, par rapport à ce qu'on essaye de représenter ou les informations qu'on veut faire passer, c'est très différent si on est une attachée de presse pour un produit, si on est l'attaché de presse du gouvernement ou si on travaille en agence. Donc moi, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler, mais à France Montagne, j'ai pas du tout le même travail, le même métier qu'une attachée de presse d'agence, même si on se comprend sur tout un tas de domaines. Et puis c'est aussi, c'est vrai, un métier de relations entre humains, entre humaines, et les humains et les humaines, par définition, sont très différents. Donc il faut aussi composer avec ce qu'on est en tant que personne. Ça me paraît très important. Donc, il y a déjà des attachés de presse en station de ski, par exemple, qui viennent de l'accueil ou de la promotion, d'autres qui viennent de grandes écoles, comme l'école des attachés de presse, les FAP, qui est assez connue, ou qui viennent du domaine de l'industrie. Et tout ça fait que nos profils sont différents et qu'il faut se connaître
connaître ses points forts, savoir si notre point fort c'est connaître la station du bout des doigts, la montagne super bien, si c'est le rédactionnel, si c'est le relationnel. Tout ça fait qu'en fonction de ces points forts et de la connaissance des journalistes, on arrive à partager des idées. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, en ce qui concerne plutôt les loisirs, les vacances, la montagne au sens large, qu'on puisse co-construire des sujets avec des journalistes, leur donner de l'inspiration, avec toujours le but qu'on ait plus de clients et qu'ils aient eux aussi envie de venir à la montagne en ayant vu de beaux sujets. Alors, Charlène, tu travailles depuis 2015 pour France Montagne, qui est une structure associative qui regroupe les principaux acteurs du tourisme en montagne en France, notamment Domaine Skiable de France, le Syndicat national des moniteurs du ski français ou encore l'agence Savoie-Mont-Blanc. Est-ce que l'objectif, bien sûr, c'est de promouvoir les destinations de montagne et leurs bienfaits à la fois auprès des clientèles françaises, mais aussi à l'international. Est-ce que tu as toujours voulu faire ce métier ? Et avant ça, quelles études est-ce que tu as faites et est-ce qu'elles t'ont vraiment préparé à ce métier-là ? Alors pas vraiment, moi je voulais être journaliste, donc il y a quand même un petit lien. Donc j'ai fait l'Institut de la communication et des médias de Grenoble, qui est l'école de journalisme de Grenoble. J'ai une licence maîtrise et DEA en sciences de l'information avec une spécialité presse écrite. Mais je suis originaire d'une station de ski, de la station de Valménier, et j'ai toujours eu un pied dans le ski ou le tourisme de montagne et dans mes études, parce que mes deux sujets principaux de recherche quand j'étais à la fac étaient d'une part la mise en mots et en images du ski et principalement du free ski dans la presse. Donc savoir comment est-ce que les sports à adrénaline en montagne étaient traités par la presse, y compris généraliste. Et puis le deuxième sujet d'étude que j'ai développé était sur la recherche identitaire dans la presse communautaire, donc plutôt dans la presse magazine, y compris sur la presse ski. Comment est-ce que ça peut permettre de construire une identité, surtout au niveau des adolescents, des jeunes skieurs et des freestylers notamment. Comment est-ce que dans la presse on pouvait retrouver comme ça un langage, de l'image qui nous parlait, dans le but finalement un petit peu sociologique de se construire plus tard et potentiellement de se développer en termes de métier et de personnalité à la montagne. Mais t'étais freestyleuse toi à la base ? Non, j'étais pas freestyleuse, mais j'étais sensible au code esthétique du freestyle. En fait, ce qui me plaisait particulièrement, c'est plus le fait qu'on soit pas en compétition, parce que j'avais déjà à cette époque, les compétitions étaient plus alternatives dans le sens où le sport avait plutôt été développé comme le surf dans une visée d'esthétique et puis hors des codes, et on sortait des codes du chronomètre et de la compétition du ski alpin pur, et c'est plutôt ce qui m'avait séduit au niveau de l'art de vivre et de la communauté au sens large, qui me parlait davantage à cette époque où j'avais moins de 20 ans et où beaucoup de moins de 20 ans sont encore dans cette situation, je pense, aujourd'hui. Charlène, en préparant cet épisode, on a remarqué que tu avais été saisonnière pendant près de 9 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces différentes fonctions que tu as occupées et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience ? Oui, alors effectivement, en fait, j'ai toujours fait les saisons, d'abord l'été, puis l'été plus l'hiver, en même temps que mes études. Donc le but, c'était de financer mes études, sauf que j'avais la chance d'habiter une station, donc ce qui m'a évité de faire des petits boulots parfois ingrats en ville à Grenoble. Donc je remontais faire les saisons, j'allais par exemple 3 jours à la fac en début de semaine, puis je retournais travailler 3-4 jours en montagne. Donc j'ai fait à peu près tout le panel des petits boulots saisonniers qu'on peut faire quand on est étudiant. Donc j'ai fait beaucoup d'accueil, que ce soit en office de tourisme ou en résidence de tourisme, notamment à Renouveau, à Pierre et Vacances. J'ai fait de l'animation, j'ai travaillé dans des garderies, j'ai travaillé dans un magasin ski set pendant longtemps. Donc les dernières saisons que j'ai faites, j'étais responsable d'un magasin ski set de location-vente de matériel. Voilà, donc j'ai travaillé dans la vente aussi, dans des magasins de vente, dans une boulangerie.
voilà, dans des tas de choses en montagne. Et en fait, ça m'a beaucoup appris et beaucoup apporté, même encore dans ce que je fais aujourd'hui, parce que ça m'a donné un ancrage particulier sur le terrain des métiers qui s'y pratiquaient, de l'écosystème montagnard, et puis du maillage comme ça, des postes saisonniers et des postes hors saisonniers d'ailleurs, pour essayer de mieux comprendre aussi comment est orchestrée la dynamique d'une station de ski. Et c'est vrai qu'à ce titre, je pense que c'était vraiment un plus pour moi qui a fait que j'ai pu avoir une vision un peu polyvalente de ce qui peut se passer en montagne pendant les saisons. En janvier 2006, tu es devenue assistante de direction RH à la SADVAC, qui fait partie du groupe Molin en Maurienne. Comment est-ce que tu t'es retrouvée à ce poste RH ? Alors, tout à fait par hasard, à vrai dire. Donc, j'étais un peu au bon endroit au bon moment. Il se trouve que j'avais des connaissances au Corbier et que la mère d'une de ses connaissances, un ami, cherchait quelqu'un au pied levé pour remplacer une personne qui devait partir en congé pathologique suite à sa grossesse. Et donc, j'étais un peu là. On savait que j'étais plutôt sérieuse et puis gentille. Donc, on m'a proposé de remplacer cette personne au pied levé au Central Radio dans un premier temps. Donc pour s'occuper de la coordination des secours et de leur facturation, ce qui était complètement à l'opposé du milieu dans lequel j'évoluais jusqu'à présent, mais sur lequel on m'a fait confiance. Donc j'ai fait un petit entretien d'embauche le vendredi après-midi, j'ai commencé un samedi matin et je suis restée 1 an. Et au fur et à mesure en fait de ce poste, j'ai récupéré tout un tas de petites missions parce que j'étais très très ouverte. Je suis toujours à faire des nouvelles choses que je ne connaissais pas, donc j'ai pu aider un petit peu à l'administratif des contrats Théo. Et le plus gros de mon travail, c'était effectivement les RH, donc sur la préparation des contrats, la préparation des payes, les recrutements, etc. Et comme j'avais aussi quelques compétences en plan des pistes, et ben j'avais un petit peu remonté le plan des pistes. Enfin, en tout cas, ça a été au final très varié et ça m'a aussi beaucoup apporté au niveau de mon expérience professionnelle. Et justement, suite à cela, en octobre 2006, tu prends ton premier poste de responsable presse, accueil et web à Champs-Rousse. Alors, quels ont été les plus grands challenges que tu as accomplis dans ce poste-là et qu'est-ce qui t'a le plus plu ? Alors, Champs-Rousse, effectivement, c'est donc une station qui est très proche de Grenoble, qui a une clientèle qui est un petit peu spécifique, parce que c'est vrai que à l'époque où j'étais à Champs-Rousse, il y avait des résidences de tourisme qui venaient d'ouvrir sur de la clientèle en séjour. Donc, il y avait l'idée de prendre ce virage pour accompagner davantage au niveau de l'office de tourisme une clientèle de séjour qui était un petit peu différente des clients de Grenoble qu'on recevait habituellement les week-ends. Donc voilà, après avoir pris ce poste à Champs-Rousse, c'est vrai que moi, ça a été la progression assez logique dans mon parcours professionnel de venir travailler dans un office de tourisme au sein d'une équipe très polyvalente. Donc c'est une petite équipe, mais on avait besoin de savoir tout faire et puis d'être vraiment impliqué dans la promotion du territoire. Donc c'est pour ça que j'ai pu à la fois faire de l'accueil et puis prendre la responsabilité du poste à l'accueil, mais aussi essayer de créer un service presse un peu digne de ce nom, ne serait-ce qu'au niveau de la gestion du contact, l'envoi des communiqués de presse, etc. Essayer de systématiser un petit peu tout ça. Ce qui fait que Champs-Rousse était vraiment le bon endroit pour le faire parce que c'est une station qui est très facile d'accès. Donc on avait souvent des journalistes de Lyon ou de Grenoble qui venaient un peu au pied levé dès qu'il y avait des premières chutes de neige. Tout de suite, c'était Champs-Rousse dont ils pensaient en premier pour se déplacer pour un reportage. Donc il fallait être comme ça réactif. C'est vrai que moi, ça m'a plu. Et puis le fait d'accompagner aussi l'office de tourisme vers la marque qualité tourisme, qui était un gros dossier quand j'étais à Champs-Rousse. Il y avait les prémices d'un web élaboré comme c'est le cas aujourd'hui, mais à cette époque, il n'y avait pas d'iPhone, donc c'est vrai qu'on était vraiment sur le début de la communication web. Donc c'est moi qui m'occupais du site internet, qui réfléchissais au code graphique, etc. C'est quand même beaucoup confiance par rapport à ça, et c'est vrai que j'ai pu prendre confiance et puis diversifier les missions que je faisais à Champs-Rousse, et j'ai vraiment l'impression d'avoir progressé. Et en plus, c'est une station qui est vraiment chouette, avec ce balcon comme ça, ses couchers de soleil, son ouverture d'esprit. Enfin, moi, j'en ai vraiment un très bon souvenir.
Alors, après 5 ans à Champs-Rousse, tu changes à nouveau de vallée pour aller en Tarentaise et plus exactement à l'Office de tourisme de Bourg-Saint-Maurice-les-Arcs. Est-ce que tu peux nous parler de la particularité de cette destination et est-ce que ça a eu un impact sur tes missions ou sur la façon de les réaliser? Alors oui, effectivement, je pense que tout le monde connaît la station des Arcs, hein, qui est une station étagée comme ça, avec la ville de Bourg-Saint-Maurice, la petite ville, et puis ensuite 4 étages avec 4 identités, quatre villages qui sont à la fois un tout et à la fois un petit peu séparés au niveau des prestations qu'ils ont à offrir. Donc l'idée pour moi d'aller travailler aux Arcs à cette époque, c'était de retrouver l'essence même de mes études et ce que j'avais fait au départ, c'est-à-dire des relations presse. Donc vraiment me recentrer, au contraire, après avoir fait un poste très polyvalent, voir un petit peu dans une station internationale comment ça pouvait s'orchestrer uniquement sur le niveau presse. Et donc je me suis retrouvée avec 400 journalistes et techniciens par an à accueillir de toutes nationalités, des Anglais, des Russes et autres, avec chacun leur particularité, finalement à la fois du volume, mais à la fois quelque chose de très fin sur la façon d'appréhender chaque journaliste et de répondre à la demande précisément de ce grand nombre de journalistes qui avaient des aspirations différentes et puis des idées de sujets différents, et également d'essayer de sortir de la dynamique de je reçois des journalistes, j'envoie des communiqués de presse, je reçois des journalistes, j'envoie des communiqués de presse, pour essayer de sortir un peu de ça et donner une image des Arcs un peu différenciante, proposer des sujets que peut-être on avait moins l'habitude de voir, etc. Et c'est vrai que ce qui m'a particulièrement plu et ce qui m'a aussi enrichi quand j'ai pris ce poste aux Arcs, c'est l'aspect culturel dont on parle peu en station de montagne, ou qui est un sujet qui est souvent mis à la marge, mais qui est pourtant très développé. Et sur les Arcs, bon, il y a des beaux festivals, notamment le festival de cinéma ou des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'architecture, où j'ai découvert Charlotte Perriand, qui est pour moi une inspiration considérable, une femme libre, une femme qui a eu une vision à la fois d'artiste, de designer, d'urbaniste, qui a pu développer une vision tout à fait moderne, tout à fait originale, voilà, et qui, en tant que personne et sur le travail qu'elle a fait spécifiquement aux Arcs, moi, m'ont enrichi personnellement. Et c'est le fait d'avoir été enrichi et d'avoir appris plein de choses par rapport à cette femme et à sa vision, qui ont fait que j'ai pu transmettre ce côté-là dans mon travail aussi. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi, et j'ai été amenée à développer des sujets sur l'architecture qui est particulière, hein, l'architecture de Charlotte Perriand, qui est quelque chose de moderniste, plutôt qui se rapproche plus du Corbusier que des choses très savoyardes et sur lesquelles les gens peut-être attendent des stations de ski. Donc on a fait des sujets comme ça, par exemple avec la presse russe, et moi ça m'a beaucoup plu parce que les Russes étaient arrivés dans une idée de station, de carte postale, avec une vision comme ça de l'image, un petit peu avec des petits cœurs et des petits carreaux, et nous on leur proposait tout à fait une vision d'une station différente, avec une ergonomie différente, un urbanisme différent, et puis une vision avec une femme qui a pu réfléchir à toutes ces questions avant nous. Suite à cette expérience, tu décroches le poste de responsable presse chez France Montagne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les plus grands défis à relever quand on travaille pour une institution comme celle-ci? Alors, France Montagne, effectivement, donc moi je suis arrivée en 2015. C'est une association qui est finalement assez jeune, puisqu'elle a été créée en 2010 après des restructurations de précédentes structures. Donc, France Montagne, c'est 3 membres fondateurs, Domaine skiable de France, l'Association nationale des maires des stations de montagne et le syndicat national des moniteurs de ski français. Mais c'est aussi leurs propres adhérents, 100 stations, des institutions, des partenaires privés, des fédérations, des nombreux organismes institutionnels à l'échelle
locales, départementales, régionales, qui ont des compétences pour la promotion touristique. Et donc, le premier défi de la structure par essence, c'est de pouvoir représenter toute la montagne française et tout le territoire français et tous ses membres sans nier la spécificité des territoires. Parce que fédérer et essayer de représenter nos membres, c'est pas nier qu'il y a des disparités ou des choses différentes entre les différents acteurs. Donc ça, je pense que c'est le défi auquel on est confronté le plus régulièrement et qui participe à la légitimation de la structure, que la structure soit forte et qu'elle soit légitimée avec ses compétences comme une structure de promotion touristique au niveau national. Et puis on voit de plus en plus, c'est vrai que représenter beaucoup de monde, eh bien, c'est faire face à des visions et parfois à des automatismes qui peuvent s'entrechoquer des uns et des autres. Donc arriver à il y a un petit parallèle d'ailleurs avec la presse, je pense, hein, parce qu'au niveau de la presse, les débats, par exemple, on a l'impression que les débats n'existent plus à la télé désormais. Les débats sont sur le fait qu'on reste sur sa posture et qu'on échange peu. Donc c'est un peu pareil à France Montagne. Disons qu'il faut qu'on arrive à échanger et à ne pas rester sur sa posture dans le but de représenter tout le monde. Pour moi, c'est un défi qui est important. Et en plus, comme c'est une structure qui fait de la communication, hein, c'est de la promotion touristique, on est au carrefour des mutations de la société qui vont dans ce sens aussi. Donc, on a à la fois à épouser tout à fait les modifications de la communication, qui est par essence très, très mouvant, avec à être inscrit complètement en 2022 et pas proposer des dispositifs de communication qui datent d'années précédentes, enfin, vraiment d'être dans le fil de la communication actuelle. On est au carrefour des modifications touristiques. Donc, on sait que le tourisme est aussi complètement en mouvement, que ça a été accéléré par la crise sanitaire actuelle, mais on doit aussi, nous, apporter une vision, une veille sur du tourisme d'actualité qui est dans la société d'aujourd'hui, ce qui me fait dire, si on va un petit peu plus loin, en élargissant un petit peu, qu'on est tout à fait aussi dans la mutation, au carrefour des mutations de la société en tant que telle, que ce soit par rapport à tirer les enseignements de la crise sanitaire, sur les débats publics, sur les mutations de la presse, évidemment, dont on va sans doute reparler tout à l'heure. Et donc tout ça fait que l'institution, parfois, en France, va plus doucement que les usages et que les enjeux, mais on est obligé d'avoir à la fois cette vision-là, mais aussi la vision d'un pied devant pour proposer des choses qui soient dans l'air du temps. Et du coup, c'est quoi ton quotidien et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions actuelles ? Alors, ce qui me plaît le plus et ce qui fait mon quotidien, c'est d'abord le rapport qu'on peut avoir avec les journalistes. Donc moi, je suis pas du tout une attachée de presse qui pense qu'il y a un rapport vertical avec les journalistes dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire soit que moi, en tant qu'attachée de presse, je détiens une information et que je veux évangéliser pour que la presse la reprenne, ou dans un autre sens, que le journaliste aurait une aura qui fait que je serais au service de son sujet. Donc, moi, je vois pas du tout les choses de cette façon. Je sais que c'est une vision qui est partagée par pas mal d'attachés de presse, mais moi, je vois vraiment ça comme un rapport horizontal, au contraire, comme un travail d'équipe, comme le fait que moi, je peux apporter, peut-être avoir une valeur ajoutée pour apporter une aide à un journaliste et que le journaliste va m'appeler pour co-construire quelque chose ensemble. Donc, il y a un rapport comme ça qui est véritablement un travail d'équipe, qui est pas du tout un rapport avec des forces en présence qui s'affrontent. En tout cas, c'est pas du tout ma façon de voir les choses. Et puis, j'ai la possibilité à France Montagne d'avoir de la confiance et du temps pour effectuer une veille précise et pointue de la presse au sens large. Donc moi, je suis une amoureuse des médias. Je lis beaucoup de journaux, je vois beaucoup d'images, je vois beaucoup de documentaires, tout ça. Donc, je suis vraiment passionnée par les mots, l'écriture, le documentaire, tout ça. Et c'est quelque chose que je peux faire tous les jours, explorer les tendances, savoir
quelles évolutions il y a dans les médias, comment on travaille aujourd'hui, quelles images sont poussées, pourquoi, quel code couleur on a utilisé, donc de l'écriture du reportage à ces techniques d'écriture au code couleur utilisé par le média lors de la mise en page du magazine. C'est vrai que c'est vraiment des choses qui m'intéressent. On dit souvent que les journalistes ou que la presse parlent des tendances un an avant les clients ou les personnes qui viennent nous rendre visite sur nos territoires. Donc c'est vrai que cette impression d'avoir un peu d'avance, en tout cas sur essayer de prédire un peu les tendances à venir en auscultant la presse française et voire même internationale au sens large, c'est quelque chose que je trouve très important pour nos métiers. Et faire bénéficier mon expertise à ce niveau, à nos partenaires, à nos stations, à mes collègues, ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu aurais un souvenir ou une anecdote sur une situation particulière, voire incroyable, que tu aurais vécu ces 6 dernières années chez France Montagne? Alors, déjà, j'ai un très très bon souvenir de mon premier jour à France Montagne, donc il n'y a rien d'exceptionnel ou d'incroyable, mais quand même, je me suis sentie arriver à ma place dans une équipe bienveillante. Je pense que ça vaut le coup d'être dit et d'être mentionné, parce que c'est ce qui peut construire tout à fait un parcours professionnel aussi, se sentir quand même en sécurité et à sa place au sein d'une équipe et se sentir utile. Je pense que c'est très important. Et puis après, comme expérience marquante, peut-être que certains des auditeurs et vous-même vous souvenez de l'événement que France Montagne a organisé, Saint-Germain-des-Neiges. Donc moi, j'ai participé à l'organisation de cet événement donc de 2015 à 2017. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement marqué parce que c'était un événement donc qui avait lieu à Paris pour promouvoir les sports d'hiver auprès des Parisiens qui pouvaient venir vivre des expériences, auprès de journalistes qu'on a accueillis pour différents sujets à cette occasion, etc. Et c'était un événement tout à fait fédérateur, à la fois pour nos partenaires qui nous suivaient dans l'organisation de cet événement, et puis pour les gens qu'on a accueillis, qui étaient vraiment souriants, dans la bonne humeur. Enfin, tout ça s'est développé dans une bonne humeur significative, qui fait que on avait vraiment plaisir à être polyvalent et à fonctionner en petite équipe pour organiser un événement. Donc l'événementiel, c'était pas dans l'ADN à la base de France Montagne. Nos compétences n'étaient pas comme celles d'une agence événementielle. Donc il a fallu un peu créer de façon artisanale un événement qui convienne à la fois aux visiteurs et aux partenaires. Je pense qu'on y est arrivé et que les gens en ont un bon souvenir. Nous, en tout cas, on était très très impliqués. Ça nous a permis de développer nos compétences et effectivement, c'est quelque chose qui a aussi construit mon parcours. Est-ce que tu as l'impression que ton métier a beaucoup évolué ces 15 dernières années ? Oui, considérablement. En fait, je pense qu'il faut envisager ce métier en parallèle des évolutions du journalisme, déjà en tant que tel, parce que pour moi, on est une bonne attachée de presse si on comprend bien le poste de journaliste et qu'on sait, dans une certaine mesure, se mettre à sa place, finalement. Et le poste de journaliste en tant que tel a considérablement changé. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai fait mes études, j'avais une autre idée du journalisme, comme des reporters de guerre, des sujets très fouillés de société et autres. J'ai parfois eu, je ne cache pas, des déconvenues à ce sujet, mais je pense que le métier de journaliste a beaucoup changé par rapport à sa temporalité déjà. Les rédactions sont de plus en plus réduites, les gens ont moins en moins de temps, il faut être de plus en plus efficace. Voilà. Le profil du journaliste a changé, il y a des journalistes qui sont journalistes plus autre chose. Il y a des journalistes qui sont des communicants, ce qui est une grande modification quand même du poste de journaliste et son éthique déontologique au départ, qui est loin de la communication. Mais là, tout ça s'entremêle un petit peu. Et donc, je pense que de fait, les outils ont évolué en même temps par ce manque de temps et puis par ce changement de profil. On utilise davantage le numérique. Armelle disait en introduction qu'on faisait beaucoup de relances téléphoniques et de rencontres informelles. Moi, en fait, clairement, j'en fais de moins en moins, mais je fais beaucoup plus de WhatsApp, de Twitter, de texto, sans doute plus que téléphone aujourd'hui. Voilà. Et puis le fait que la communication
ait des contours comme ça qui soient plutôt flous et pas vraiment absolus, font que, on en a aussi un petit peu, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a eu aussi les influenceurs qui sont une grosse modification par rapport à la manière de communiquer, qui pour moi relève plus des postes de chargé de promo ou de chargé de com en station, plus que des postes de relations presse, parce que les influenceurs sont là pour répondre à une commande d'un territoire avec de plus en plus un contrat, des choses à dire, des hashtags à reprendre, des choses comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas du journaliste, qui n'est pas un publicitaire. Donc on est sur un mix de compétences comme ça qui fait que les contours sont bien plus flous qu'avant et on a besoin pour le coup d'être plus polyvalent et d'essayer d'épouser ces modifications pour répondre de mieux en mieux à la commande. Et c'est vrai que j'ai aussi compris que il y avait en fait dans un sens autant de montagnes que de personnes. Moi, ma montagne, c'est sans doute pas votre montagne. Toutes les montagnes sont différentes. Je vois la montagne et le tourisme de montagne par mon prisme aussi, par mes expériences aussi, par mes contacts aussi. Chacun est différent. Et je pense que ce métier a évolué aussi dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, c'était des relations entre personnes. Eh bien, on peut avoir des visions différentes, on peut avoir des idées différentes, on peut venir d'horizons différents, mais plutôt que rentrer dans un moule d'attaché de presse ou dans un moule de journaliste, il y a tout ça à mettre en considération et ce qui fait qu'on est toujours un peu dans ce tourbillon. Justement, à travers ce prisme personnel que tu évoques, comment tu vois l'avenir du tourisme en montagne dans les 10 prochaines années? Ou alors, qu'est-ce que tu aimerais justement qu'il devienne? Alors, j'aurais pas la prétention de vouloir mettre en avant des offres que j'imaginerais qui puissent bien marcher à l'avenir, tout ça, parce qu'effectivement, tout ce qui concerne le marketing et puis l'économie au sens large, ça a moins été ma partie, comme j'ai toujours été plutôt dans l'institutionnel et dans le rédactionnel et les mots plus que les chiffres. Mais j'ai l'impression tout de même que le tourisme s'est toujours développé sur une idée de sentiment, de sensation. Je pense qu'aux prémices du tourisme, il y avait une idée d'aventure, on avait envie de vivre des choses, on avait aussi envie de s'identifier à des gens, donc des aventuriers, des alpinismes, etc. Et puis plus proche de nous, des skieurs, parfois extrêmes qu'on voyait sur papier glacé. Donc c'est vrai que le premier sentiment, il a peut-être été celui-ci, l'envie de vivre une aventure. Après, on a eu le sentiment de la glisse, le fait de glisser, la sensation de glisse qui a beaucoup fait pour le ski et qui a beaucoup été décliné sur tout un tas d'autres engins de glisse. Mais l'idée, c'était de vivre quelque chose et de ressentir cette sensation de glisse qui, après, finalement, a donné lieu à tout un tas d'autres expériences qu'on pouvait vivre en montagne. Mais l'idée, c'était quand même de vivre et de ressentir. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on recherche à la fois cette sensation d'être vivant, encore plus en sortie de crise, mais aussi de s'émerveiller de quelque chose. Et je pense que le thème ou le terme qui pourrait s'adapter au tourisme à venir, c'est tout à fait ça, c'est l'émerveillement. En plus, c'est un sentiment qui est universel, mais moi, personnellement, quand je pars en voyage ou même quand je vais à une micro-aventure pas loin de chez moi, mon but premier finalement, si je creuse un peu la question, c'est de m'émerveiller, c'est d'être au sein de paysages grandioses et de ressentir quelque chose par rapport à tout ça. Et voilà, et je pense, en tout cas, j'ai l'impression que le tourisme a cette vocation d'émerveiller les gens. Et puis, pour peut-être un petit peu parler juste de la montagne, ce que je disais déjà un petit peu tout à l'heure, je pense que la montagne est quand même très inscrite dans la société au sens large. Donc, on a souvent tendance à l'imaginer comme un microcosme. Et c'est vrai que dans certaines questions, elle peut l'être. On a des codes montagnards, il y a parfois des choses comme ça qui font que c'est spécifique, qu'elle est parfois à part. Mais je pense que la montagne, dans l'absolu, doit aussi savoir épouser les évolutions de la société au sens large et les défis de la société au sens large, en élargissant sa vision, que ce soit en termes de diversité, de développement durable, d'ouverture au monde, voilà, en général.
Comment tu vois du coup l'avenir de ton métier dans ce cadre-là? Et est-ce que tu pressens des changements majeurs dans les relations avec les médias, dans les outils ou les techniques pour faire passer des messages? Et comme tu l'as dit tout à l'heure, dans cette collaboration horizontale que tu as avec les journalistes? Oui, alors je pense que l'information est le nouveau rôle stratégique de la communication, que pour communiquer aujourd'hui, il faut être crédible, il faut être professionnel, il faut être précis. Il faut véritablement avoir une utilité, qu'on ne peut plus être dans une situation où on parle aux médias pour parler aux médias et on a une volonté d'en faire toujours plus, d'envoyer plus de choses, de donner plus de détails, d'avancer plus vite. Moi, je pense qu'au contraire, il faut qu'on ait quelque chose qui soit très qualitatif, très intelligent. Et ça va d'ailleurs dans la presse au sens large, qui a besoin de trouver des informations qui sont vérifiées et que nous, attachés de presse, on doit être la source de ces informations vérifiées. C'est tout à fait dans l'actualité aujourd'hui et qui contribue au fait qu'il y a un manque de confiance en la presse, que le journalisme est même en crise et on en a une responsabilité sur les informations qu'on diffuse. Et puis, si le journalisme est un métier en mutation, c'est pas pour autant que les journalistes acceptent d'être des publicitaires. Donc, à nous aussi de travailler dans une idée de remettre le journaliste à sa place avec ce qu'est son identité et ce qu'est son travail en tant que tel. Et ça, pour moi, ça passe par une éducation aux médias, que ce soit dans nos structures comme à l'école, à la fac ou dans la société au sens large, pour se demander ce qu'est un média, ce qu'on attend du média, à qui je parle, d'où vient l'information que je donne. Voilà, c'est tout à fait être inclus dans une modification qui est celle du métier de journaliste. Merci beaucoup Charlène Thomasset d'avoir été notre invitée. Voici les 3 points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que le tourisme a vocation à émerveiller les gens et c'est là que réside son avenir. Le deuxième point, c'est que pour communiquer aujourd'hui, il faut être crédible, précis et avoir une utilité, ce qui implique notamment de bien vérifier les informations avant de les diffuser. Et enfin, il y a un véritable besoin d'une plus grande éducation aux médias, que ce soit pour le public et avoir davantage de sens critique, mais aussi peut-être pour ceux qui le pratiquent au quotidien et ceux qui doivent prendre des décisions stratégiques comme des élus par exemple. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoor, nous vous invitons à nous retrouver dimanche prochain où nous accueillerons une nouvelle invitée prestigieuse. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire ou vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcasts favorite. Bien entendu, pensez aussi à partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.